Bien, il est temps de donner la parole à notre praticien, européen, en l'occurrence, Mathieu Birker qui, va donc pouvoir réagir à cette belle offre de se saisir du questionnement, heu, quantitatif, qualitatif, entre mou et dur que, tu nous as donc proposé d'aborder sous l'angle de questions que, en tout cas pour le commun des juristes, dont je fais partie, on maîtrise généralement moins aisément. Bien, merci. Je vais tenter de relever le défi, effectivement. Et pour commencer, je dois vous faire un aveu. Je vais commencer par là, puisqu'on est entre nous, si je comprends bien. Comme la plupart des juristes, je n'échappe pas vraiment à la règle. J'attache une grande importance au contentieux, à la force de la chose jugée, à son autorité, même si elle est parfois relative. Et j'y ai même consacré une thèse durant de longues années, très longues, trop longues évidemment, de recherche, celles qui ont précédé ma soutenance. J'ai même eu tendance à considérer que le mécanisme était quand même moins intéressant et je l'ai regardé comme beaucoup d'entre nous, juristes sans doute, avec un peu de distance et peut-être même avec un peu de condescendance. C'est vrai, et bien sûr, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour qu'elle a instituée, c'est le joyau sur la couronne hein, du Conseil de l'Europe. Et puis la Charte sociale que nous a si bien présenté Carole à l'instant et son Comité européen des droits sociaux viennent au fond utilement compléter ce système et réaliser cette indivisibilité qui n'était pas présente dans la Convention européenne des droits de l'homme initio. Donc, j'ai aussi cet attachement très important aux mécanismes contentieux. Mais ces joyaux, ils ne doivent pas complètement éclipser l'éclat des autres pierres hein, qui figurent sur la couronne. Il y en a d'autres, certaines sont petites, d'autres sont peu visibles, certaines sont peut-être un peu ternes, mais aucune, contrairement à ce que prétendent certaines voix ou mauvaises langues, voix mal intentionnées ou mauvaises langues, il y en a évidemment, aucune n'est en toc parmi toutes ces petites pierres. Et donc, je vais essayer à la fois de vous redonner un peu, de leur redonner pardon, un peu le lustre qu'elles méritent, et puis aussi, je vais m'arrêter là avec la métaphore joaillière qui est un peu épuisée. Je voudrais simplement vous dire, commencer par cette idée et ce constat, plus exactement, que le Conseil de l'Europe, c'est une grosse machine à produire de la norme, de droit international, des normes conventionnelles, évidemment. Il y en a deux très importantes qui viennent d'être évoquées, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, mais ce ne sont que des 223 traités et conventions qui ont été adoptés à ce jour sous les auspices du Conseil de l'Europe. Et par ailleurs, il n'y a pas que des traités et des conventions. Il y a aussi évidemment de la soft law. Euh, mais même au-delà de la production normative, il faut bien prendre en considération le fait que le Conseil de l'Europe, c'est aussi un forum. Euh, c'est un forum politique et diplomatique pan-européen, un forum de coopération et d'échange. Et c'est aussi un ensemble complexe de mécanismes de suivi. Euh, et ce sont ces caractéristiques qui permettent au Conseil de l'Europe, au fond, d'apporter plusieurs types de réponses à la crise du Covid-19, ou plutôt aux crises multiples qui sont suscitées à la fois par la pandémie elle-même, mais aussi par les réponses qui sont apportées par les États membres euh, de manière plus ou moins coordonnée et de manière plus ou moins restrictive en termes de droits et libertés. Euh, ce que je veux essayer de vous montrer ou de partager avec vous, c'est cette idée qu'au fond, cette organisation, le Conseil de l'Europe, peut apporter des réponses qui sont de nature différente, pas uniquement des réponses de type contentieux, mais aussi des réponses à court, à moyen et à long terme. Et au fond, c'est cette capacité aussi à moduler les réponses dans le temps qui est essentielle parce qu'on voit bien que ce qui caractérise la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'urgence, c'est cette nécessité d'une réaction rapide. Or, les mécanismes contentieux qui existent au Conseil de l'Europe sont mal équipés pour faire face à l'urgence.
hein, mis à part la demande d'indication de mesures provisoires au titre de l'article 39 du règlement de la Cour, dont Colombine a montré toutes les limites, le temps du contentieux et le temps de la négociation des normes conventionnelles, c'est aussi un temps long. Donc, on a là deux limites importantes. Lors des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, des décisions du Comité européen des droits sociaux et de l'adoption de nouveaux traités viendra, c'est indiscutable. C'est aussi Yannick qui l'a évoqué, ainsi que Colombine. Hein. Bien sûr, il va y avoir des recours déposés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il va y avoir sans doute, Caroline faisait allusion à l'instant, des réclamations collectives ou des sollicitations du Comité européen des droits sociaux, mais on ne va pas en voir les conséquences immédiatement. En attendant, le Conseil de l'Europe a une autre carte à jouer, c'est celle de la soft law, et c'est là qu'on voit que, je proposais en titre, que le droit mou, d'une certaine manière, peut taper dans le dur de la crise, celle à laquelle on est aujourd'hui confronté. Alors, sur cette idée que le Conseil de l'Europe est un forum politique et diplomatique pan-européen, on l'a dit, on l'a constaté à de nombreuses reprises depuis ces derniers mois. Cette crise, c'est aussi une crise du multilatéralisme. C'est aussi une crise qui met en lumière toutes les failles du dialogue des États dans un cadre multilatéral au niveau régional ou au niveau international. Et pour régler cette crise, il faut, à mon sens, non pas moins de multilatéralisme, mais davantage de multilatéralisme. Pardon. Or, le Conseil de l'Europe, il offre un espace de discussion qui est intéressant parce qu'il a lui aussi plusieurs dimensions. À la fois, il permet aux exécutifs des États membres de discuter au sein du comité des ministres. C'est un élément important. Le comité des ministres, dans lequel siègent les représentants des 47 États membres, continue à se réunir toutes les semaines, à distance, bien sûr, comme on le fait nous, même ce soir. Donc les échanges continuent. La commissaire aux droits de l'homme a participé la semaine dernière à un échange de vues avec le comité des ministres, à l'occasion duquel on a pu constater que les sujets qui sont sur la table aujourd'hui, les applications de type Stop Covid, la protection des données personnelles, le droit à la vie privée, la protection des populations vulnérables, les droits sexuels et reproductifs des femmes sont des sujets qui préoccupent beaucoup les États. Et ils ont hebdomadairement, en tout cas, l'occasion d'en débattre. Ça, c'est un élément important. Il y a aussi un espace de discussion pour les parlements à travers l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui ne se réunit plus de manière en session plénière, qui a annulé sa session plénière de printemps et va probablement annuler sa session plénière d'été. On verra, ça n'est pas encore annoncé, mais il y a de bonnes chances que ça puisse pas se faire. En tout cas, le travail en commission continue. Il y a plusieurs rapports de cette assemblée parlementaire qui sont dans les tuyaux, directement liés au Covid. Et puis, il y a des rapporteurs généraux thématiques qui, eux aussi, se sont exprimés sur les enjeux relatifs aux droits de l'homme que soulève cette crise. Et il y a enfin un troisième niveau de dialogue, d'espace, de forum de discussion. C'est un dialogue qui peut se nouer entre les autorités locales et régionales, puisque nous avons au sein du Conseil de l'Europe un congrès des pouvoirs locaux et régionaux qui permet précisément cet échange. C'est aussi très important parce que dans le Grand Est, on a connu, vous l'avez peut-être entendu, une querelle de masques entre la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté à l'occasion d'une réquisition, d'une saisie de masques à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il s'est avéré que, par les douanes, il s'est avéré que c'était des masques qui avaient été commandés par la région Bourgogne et que le préfet de la région Grand Est, si je ne me trompe pas, avait fait saisir. Donc on voit bien qu'il y a évidemment une nécessité de dialoguer entre autorités locales et régionales au niveau national et a fortiori au niveau international. Donc, il y a cette possibilité et c'est aussi une réponse que le Conseil apporte. Évidemment, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux n'a pas cessé de travailler et travaille évidemment en ce moment pleinement sur ces questions. Au-delà de ça, il y a tous les mécanismes de suivi, ils sont nombreux.
qui ont été mises en place, souvent par des conventions qui ont été élaborées sous les auspices du Conseil, le Comité de prévention de la torture, le CPT, dont vous avez sans doute tous entendu parler, l'ECRI, qui est la Commission européenne de lutte contre le racisme et l'intolérance, le Grevio, qui s'occupe des, des atteintes au droit des violences à l'égard des femmes, pardon, le Greta sur le trafic des êtres humains, le Gréco sur la corruption, etc. etc. Alors, ce ne sont pas des mécanismes de réaction rapide per se, hein, ce sont des systèmes classiques de rapport pour la plupart, mais tous sont mobilisés. Et c'est assez intéressant de noter cela parce que si vous regardez la page web dédiée à la réaction du Conseil de l'Europe au Covid, on voit bien que on a chacun de ces organes a pris des positions très claires et s'est exprimé sur ce sujet-là. Et le mécanisme flexible et capable de réaction rapide dans ce contexte, c'est évidemment la commissaire aux droits de l'homme, dont le rôle est à la fois de sensibiliser, de déceler des insuffisances dans les pratiques des États membres et d'apporter évidemment des réponses très précises. Donc, des recommandations notamment, et c'est ce qu'elle a fait dans toute une série de domaines. Et donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, à travers les recommandations des uns et des autres, très précises, plus tout ce qui se fait par la voie diplomatique et dont je ne peux évidemment pas vous parler ici, tout ceci contribue à la réponse qu'apporte le Conseil de l'Europe dans ce domaine. Donc on voit bien finalement qu'aujourd'hui, on a une organisation qui pouvait paraître assez figée et qui finalement développe une réactivité accrue. Cette soft law qui est créée aujourd'hui, elle pose les bases de la hard law de demain aussi, et elle permet, c'est mon dernier point, je pense que c'est assez important de le souligner, elle permet aussi de maintenir la vigilance sur tous les autres sujets, sur tous ceux dont on ne parle pas en ce moment à cause du Covid et qui restent des sujets centraux. Et là, c'est très important parce que les mécanismes de suivi, ils permettent que tous ces sujets qui sont un peu glissés sous le tapis n'échappent pas tout à fait à la vigilance des organes de protection des droits de l'homme. Et je vais en rester là, sans quoi je vais me faire couper le micro par notre modérateur. Je vous remercie. Merci à toi, Mathieu. Non, 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 pas d'inquiétude. Je ne coupe pas le micro. Je n'ai pas de super pouvoir et je ne prétends pas en acquérir, n'en déplaise à mes plus fervents détracteurs qui viennent régulièrement me taquiner sur cette fameuse horloge qui nous contraint toutes et tous. Malheureusement, le revers de la médaille, quand on aborde un sujet moins bien connu comme celui que tu nous a proposé d'affronter, c'est évidemment qu'il faut en donner pour chacun, à la fois les spécialistes auxquels tu t'adresses et qui connaissent la matière et ceux qui le sont moins. Et donc, le défi est de taille. Le défi est de taille, mais le débat risque de l'être d'autant plus. Alors, chers amis, je pense que là, chacun d'entre vous peut réactiver ses micros. Merci encore beaucoup, Mathieu, d'être venu nous conter ces éléments entre mou et dur.